Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec Café Noir et Pierre Le Vigan, auteur et commentateur métapolitique. Je suis Gilbert Daouet d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Sorel, le révolutionnaire inclassable. Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube et Odyssée. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Et merci d'avance d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Café et c'est parti. Une manifestation violente des Gilets jaunes, puis contre la Covid, puis contre la réforme des retraites. Sorel a fait l'éloge de la violence révolutionnaire. Qu'a-t-il encore à nous dire, cher ami? Oui, bonjour Gilbert. Oui, alors Georges Sorel, effectivement, est connu notamment pour deux aspects, hein. L'un, c'est la critique du progrès dans son livre fameux Les illusions du progrès, vers 1908, et l'autre, c'est les fameuses réflexions sur la violence. Alors, effectivement, pour Sorel, la violence a un aspect rédempteur, c'est-à-dire que la violence doit viriliser le prolétariat. En retour, elle doit redonner de l'énergie à la bourgeoisie et donc doit, faire monter la conflictualité à un niveau de morale supérieur à celui qui existe dans la société bourgeoise. Donc c'est vraiment une analyse assez particulière, très morale, très éthique au final, et qui est quand même assez éloignée du déterminisme économique de Marx et Engels. Voilà donc en quelques mots ce qui permet de voir la profonde actualité de Sorel, à savoir les liens entre politique et violence. Willy Gianni-Nazzi a parlé de Sorel comme d'un philosophe de l'autonomie. Sorel est-il le penseur des masses ou celui de l'individu autonome, selon toi? Oui, alors effectivement, un penseur italien a parlé de Sorel comme penseur de l'autonomie. C'est à la fois penseur de l'autonomie individuelle et de l'autonomie collective. Alors en fait, c'est déjà penseur de l'autonomie du prolétariat, des classes laborieuses. Il s'agit effectivement pour Sorel de donner comme horizon au prolétariat non pas l'imitation de la bourgeoisie par forme de la démocratie bourgeoise, par le jaurésisme, hein, la pratique et la pensée de Jean Jaurès, mais au contraire de donner au prolétariat l'envie d'avoir son propre style d'action fondé effectivement sur la violence qui donne une certaine virilité selon Sorel. Alors donc ça, c'est l'autonomie du prolétariat, c'est donc à la fois une autonomie politique et une autonomie morale, c'est-à-dire une autonomie des normes morales. Et il y a aussi une dimension d'autonomie individuelle chez Sorel. Il ne faut pas oublier que Sorel est un disciple de John Battista Vico et qu'il y a l'idée chez Sorel de la nécessaire apparition de figures héroïques. Et donc des figures héroïques, c'est aussi l'autonomie individuelle. Et il considère qu'un climat de hauteur morale doit faire apparaître des héros dans le camp du prolétariat. Donc autonomie collective et autonomie individuelle. Chez Georges Sorel, effectivement, ce penseur italien que tu citais a bien vu cet aspect important de la pensée sorelienne. En ce moment, on reparle du mythe, généralement dans un registre doloriste. Qu'est-ce que le mythe pour Sorel? Alors, tu as raison de souligner cet aspect très important de la pensée de Georges Sorel. Georges Sorel, effectivement, est un penseur du mythe, c'est-à-dire le mythe, c'est quelque chose qui permet d'agir sur la réalité. En fait, le mythe, c'est un levier. Le mythe, c'est une image idéale. En fait, c'est un ensemble d'images idéales, une sorte de fédération d'images idéales qui agissent comme une idée mobilisatrice, comme une idée non pas intellectuelle, mais une image mentale mobilisatrice. Et donc, effectivement, ça doit donner au prolétariat l'image d'un monde sans aliénation, sans exploitation, sans humiliation. Donc, c'est une image d'émancipation qui doit servir de levier, hein. Le mythe n'est pas la même chose qu'une utopie. Le mythe est quelque chose d'agissant pour transformer le réel. C'est pas un arrière-monde, hein, comme dirait Nietzsche, hein. C'est un monde méliorisé, hein. C'est un monde fondamentalement devenu meilleur par un idéal mental, un idéal imagé qui mobilise et tire vers le haut les forces, en l'occurrence, du prolétariat, puisque c'est l'acteur historique que vénère Georges Sorel et auquel Sorel fait appel pour redonner à l'humanité plus de hauteur, plus de virilité, encore une fois, et plus de dignité. En fait, le mythe est transcendant. Tout à fait, oui, oui, le mythe est transcendant, c'est-à-dire que le mythe redonne une verticalité au monde dans lequel nous vivons.
Alors, Sorel se voulait marxiste aussi, mais a critiqué les illusions du progrès. N'est-ce pas une contradiction? Oui, c'est vrai que Sorel se réfère beaucoup à Marx. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas un marxiste classique, il n'est pas un marxiste orthodoxe. Et effectivement, il critique beaucoup le progrès, il critique Condorcet, il critique Turgot, et pour des raisons qui ne sont pas toujours les mêmes que celles de Marx. Donc c'est sans doute un peu une contradiction. En fait, Sorel a une vision qui n'est guère marxiste de l'histoire, c'est plutôt une vision circulaire, une vision comme quoi il y a une sorte d'éternel retour du conflit. Donc, de ce point de vue, au plan de la vision de l'histoire, Sorel est tout de même assez éloigné de Marx, mais il a tenu à se situer sous cette figure tutélaire de Marx, peut-être parce que Marx, effectivement, vise, ce qui est un point commun avec Sorel, l'émancipation des classes laborieuses. Tout autant, il a été récusé par Lénine et il a été admiré par Mussolini. Donc, est-ce que Sorel est finalement un penseur d'extrême droite? Alors, effectivement, Sorel a dit du bien de Lénine dans un texte qui s'appelle Pour Lénine, en annexe, si je ne me trompe pas, à la réédition de ses réflexions sur la violence, une réédition tardive, un peu de temps avant sa mort. Je rappelle les dates de Sorel, il est né en 1847 et il meurt en 1922, donc un an après la fin de la guerre civile russe, c'est l'année de la marche sur Rome et de l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en Italie. Pour situer un petit peu les choses, alors Sorel a dit du bien de Lénine, mais ce n'était pas réciproque. Alors Lénine ne s'est pas beaucoup intéressé à Sorel, mais quand il le cite, c'est plutôt négativement, en expliquant que Sorel est, selon lui, un esprit brouillon. De son côté, Mussolini s'est beaucoup référé à Sorel, mais là, c'est unilatéral, puisque Sorel n'a pas dit du bien de Mussolini. Il est mort encore une fois en 22, donc il n'a pas eu beaucoup de recul historique. On ne sait pas trop ce que Sorel aurait pensé du régime fasciste. Puis en plus, on est tenté de dire, mais lequel? S'agit-il du régime fasciste de 1922, au moment de l'arrivée au pouvoir, de 1926, au moment de ce qu'on a appelé les lois fascistissimes, ou du fascisme des années 30 ou des années 40? Bon, bref, toujours est-il que ce que l'on sait, c'est que, a priori, Sorel n'avait certainement guère de sympathie pour l'aventure politique, le projet politique de Mussolini. Alors, d'une part, on sait très bien que Mussolini est à la base un socialiste, un dirigeant socialiste important, et il a été interventionniste pendant la guerre de 14-18. Excuse-moi pour t'interrompre, Mussolini, l'interventionnisme tardif quand même, parce qu'à l'origine, il était contre la guerre. Donc, en l'occurrence, Georges Sorel, lui, était hostile à la Grande Guerre, était pacifiste, donc on peut penser que ce n'est pas un élément qui le rapprochait de l'interventionnisme de Mussolini, donc il souhaitait l'entrée de l'Italie dans la guerre. Par ailleurs, ce que l'on sait, c'est que Georges Sorel a été hostile à l'aventure de D'Annunzio à Fiume, donc ça laisse penser qu'il n'était pas sur la voie consistant à être favorable au fascisme de Mussolini, puisque l'aventure de D'Annunzio, qui est quand même déjà assez atypique, qui est beaucoup plus démocratique que le fascisme de Mussolini, n'était pas appréciée par Georges Sorel. Donc on peut imaginer qu'il n'aurait pas sans doute beaucoup apprécié d'autres aspects du mussolinisme, si on peut dire. Par contre, ce qui est quand même incontestable, c'est que l'exaltation des vertus de la violence par le fascisme italien est quand même, qu'on le veuille ou non, en bonne part dans la continuité de Georges Sorel. L'idée des nations prolétaires, c'est aussi un petit peu une recomposition du thème sorélien de la violence nécessaire du prolétariat, sauf que Mussolini passe de la catégorie du prolétariat comme classe sociale à une catégorie qu'il crée de toutes pièces, en quelque sorte, qui est celle des nations dites prolétaires. Donc effectivement, si Mussolini s'est réclamé de Georges Sorel, on ne peut préjuger d'une appréciation favorable de Georges Sorel sur le fascisme italien, et même beaucoup de choses nous font penser qu'il aurait été critique. De toute façon, comme tous les grands intellectuels, Georges Sorel était déçu par tous les régimes réellement existants. Penseur d'extrême droite, certainement pas. Penseur ayant influencé certaines fractions de l'extrême droite, les plus non conformistes, pourquoi pas, effectivement, de ce point de vue. On pourrait dire quand même que c'est la gauche fasciste qui était peut-être admirative de Sorel. Oui, tout à fait. Effectivement, si Sorel a
a une influence, c'est plutôt vers des milieux non conformistes comme la gauche fasciste italienne ou certains fascismes de gauche comme à certains égards Georges Valois, mais avec des nuances puisque Georges Valois a d'abord été fasciste, puis à certains égards fasciste de gauche, puis a fini quasiment antifasciste. Et il faut pas oublier que Georges Valois, disciple inclassable de Georges Sorel, est mort en camp de concentration nazi, fait de résistance, donc il est mort antifasciste, hein, en quelque sorte. Donc, ce qui est certain, c'est que Sorel était, selon le titre que tu as donné à cette émission, un révolutionnaire inclassable, et qu'il n'est pas très étonnant que ses disciples, des gens comme Georges Valois, des gens comme Alain de Benoît aussi à certains égards, soient eux aussi des révolutionnaires inclassables, très loin des stéréotypes de l'extrême droite. La dernière question, Pierre. Sorel voulait-il la fin des luttes de classe ou la pérennisation des luttes de classe? Eh bien, en fait, Sorel voulait une sorte de pérennisation des classes à l'infini parce qu'il semblait considérer que la fin des luttes de classe aurait été l'embourgeoisement de la société. Donc, ce qui gardait de la vigueur à la société, c'était la pérennité des classes et donc, à partir de là, inévitablement, la pérennité des luttes de classe. Donc, on peut penser de ce point de vue que le rêve marxiste d'une société sans classe n'était pas le rêve que partageait Georges Sorel. Et le mot de la fin, Pierre. Le mot de la fin, c'est qu'il faut relire Sorel, alors notamment Les illusions du progrès et les réflexions sur la violence qui ont été rééditées récemment par les éditions Crisis avec une longue préface de Pierre-André Taguieff. Ben voilà, bon, le Vigan et Daouet, c'est fini. Merci et à la prochaine. À bientôt.